Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2024 qui commence, comme vous le voyez, très bien. Remaniement du gouvernement, première grande manifestation nationale de nos amis cultivateurs, d'ailleurs à qui je passe un petit bonjour. Et, euh, et je tiens, entre guillemets, mentalement à vous accompagner dans ce combat parce que l'univers rural, c'est quelque chose que je connais bien. Et je sais que c'est des gens qui galèrent. Voilà. C'est des gens qui galèrent, ils se lèvent à l'aube, ils travaillent comme des forçats, et le tout pour gagner des salaires de misère. Donc, ouais, je suis plutôt solidaire de votre combat. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un ami à moi qui est cultivateur et éleveur. Et il a bossé toute sa vie, hein. Il a bossé depuis l'âge de 12 ans, machin, et arrivé à l'âge de la retraite, en fait, il touche une retraite minable de 680 ou 650 euros par mois, ou quelque chose comme ça. Ce qui est, je trouve, totalement inacceptable après une vie de travail. Donc voilà. Donc force à vous et total soutien. Voilà. Donc j'espère aussi par contre que ce mouvement ne va pas devenir aussi stupide que celui des Gilets jaunes, parce qu'au départ, moi, le mouvement des Gilets jaunes, j'étais plutôt pour. Moi, j'aime bien tout ce qui est initiative citoyenne à ce niveau-là. Le seul problème, c'est que voilà, c'est un mouvement qui s'est fait corrompre avec le temps par les syndicats et les différents groupements politiques, et du coup, bah voilà, c'est parti en couille. Donc j'espère que là, avec le mouvement de nos amis cultivateurs, tout ça ne va pas partir à volo, parce que ça serait vraiment dommage. Voilà. Bon, en tout cas, il y avait longtemps que j'étais pas allé sur la chaîne, hein, donc parce que début d'année, mon début d'année était un peu difficile financièrement et au niveau de ma santé, donc voilà, j'avais pas vraiment la frite pour faire des vidéos, puis pas non plus vraiment beaucoup de comment dire, pas beaucoup de motifs, voilà. J'ai essayé à côté de chez moi, par exemple, pour ceux qui aiment bien ma chaîne, pour les questions de moto, par exemple, à côté de chez moi, j'ai fait quasiment tous les revendeurs, hein, tous constructeurs confondus. Il n'y en a aucun qui a une moto à vous prêter, hein. Le seul qui a voulu me prêter une moto, c'était Honda, et il voulait éventuellement bien me prêter pendant une demi-heure, attention, une Transalp qui traînait dans un coin. Bon, ok. Donc j'ai dit, bah écoutez, les trucs de moto, on va laisser un peu tomber. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo qui va vous expliquer un petit peu ce que je connais de ChatGPT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, en fait c'est comment appeler ça? En fait c'est une espèce d'IA qui est capable de faire énormément de choses. Alors moi au départ, j'avais vraiment un a priori un peu stupide sur la chose, je l'admets. Quand on me parlait de ChatGPT, je pensais que c'était un espèce de métamoteur qui était capable en fait de vous donner un résultat de contenu par rapport à des choses qu'il allait chercher et piocher un peu sur le web. Voilà, je pensais que ça se limitait à ça. Donc je comprenais pas vraiment l'engouement qu'il y avait à côté de ça, enfin par rapport à ça. Et donc à un moment, bah, je me suis dit, j'ai décidé d'être moins stupide. Je me suis dit, bon bah écoute, tu vas ouvrir un compte chez OpenAI et puis bah tu vas regarder un peu ce que ça vaut. Donc j'ai commencé un peu à regarder pour tout ce qui était lettres de motivation, rédaction d'articles, ce genre de choses. Donc oui, ça fonctionne bien, hein. Si par exemple, vous voyez, vous demandez à ChatGPT de écris-moi un article sur je vais prendre n'importe quoi comme sujet, sur la création des fractales. Voilà. Et là, en fait, le truc, vous voyez, il est capable, par rapport à une demande donnée, il est capable de vous expliquer bah, qu'est-ce que c'est qu'une fractale, les origines mathématiques des fractales, les grandes personnes autour des fractales. Donc là, on reconnaît notre ami Benoît Mandelbrot, qui nous a quittés, je crois, en 2020 ou 2021, grand mathématicien français, donc qui était à l'origine de la fameuse fractale de Mandelbrot. Donc pour tous ceux qui se disent, mais de quoi il me parle, je vais vous expliquer. Donc si vous regardez une fractale de Mandelbrot, voilà. Vous avez certainement dû voir un jour dans votre vie, ou alors franchement je ne sais pas ce que vous foutez avec Internet, mais je pense que vous avez dû voir ce genre de motif. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle un ensemble de Mandelbrot. Il y en a différents, des types de fractales. Vous avez la fractale de Julia, Mandelbrot, la Voronoi, etc. Donc il y en a tout un tas de types. Donc pour tous ceux qui s'intéressent éventuellement aux fractales, regardez de votre côté. Mais on va dire que pour ChatGPT, vous voyez là il m'a écrit un article, plutôt conséquent qui est d'après ce que je vois, qui est plutôt cohérent. Donc vous voyez, ChatGPT, ça peut vraiment vous aider à écrire des articles sur un sujet donné. Mais bon, c'est pas vraiment moi ce qui m'intéressait dans le principe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt en termes de développement. Alors,
Comme vous le savez, ceux qui suivent ma chaîne, je suis graphiste de métier, mais ça ne m'empêche pas aussi d'être programmeur. Alors, je ne suis pas un excellent programmeur, mais on va dire que quand j'ai besoin de me faire un outil pour une application donnée, ça ne me pose pas de problème, j'arrive à le faire. Et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que ChatGPT pouvait arriver à faire avec les différents langages de programmation que j'utilise. Alors j'ai essayé avec Unity en C#, j'ai essayé la programmation de shader avec Unity avec ChatGPT. Ça donne des résultats plus ou moins bons, mais on va dire que pour avoir un résultat plutôt concret et valide, en fait il faut s'adresser à lui. Alors c'est assez con ce que je vais dire, mais en fait il faut s'adresser à lui comme à une personne. Donc on va faire quelques tests là, avec en deuxième partie de vidéo on va regarder tout ce qui est Unity et Shader, mais surtout là où je voulais, intervenir sur cette vidéo, c'est qu'en fait ChatGPT est capable, et c'est là où vraiment ça m'a bluffé, ChatGPT est capable de s'adapter à un langage de programmation qui en théorie ne connaît pas. Et c'est là où ça m'a vraiment bluffé. Donc on va se retrouver par exemple pour un petit exemple avec un langage de programmation qui s'appelle Blitz 3D. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et que je vous encourage à essayer, vous tapez Blitz 3D dans votre RT. Vous tapez Blitz 3D dans Google. Et là vous avez sur itch.io, en fait vous avez un lien pour pouvoir télécharger ce petit langage de programmation. Bon, on va dire qu'il a eu du succès dans les années 2000-2010. Il a eu son âge d'or. On faisait plein de choses à l'époque avec ça. J'étais d'ailleurs animateur d'un ancien forum qui s'appelait Blitz 3DFR d'ailleurs. Bon, ça remonte, hein, mais voilà. Et puis un jour, quand est sorti Unity, on va dire que tous ces petits langages un peu qui étaient des langages, un moteur 3D scriptable par l'intermédiaire d'un langage basique, tous ces petits moteurs de programmation en fait sont tombés un peu en désuétude, ce qui est vraiment dommage. Et ils ont été écrasés par la concurrence de Unity et de Unreal. Voilà. Mais c'est un langage en fait que j'utilise encore maintenant. Parce que des fois, pour faire un petit utilitaire, pour gérer, je sais pas, des noms de fichiers, renommer des trucs, etc., c'est très pratique. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec ce langage. La structure sémantique du truc est très complète. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a des petites notions objets grâce à des listes chaînées, etc. Donc on peut... C'est vraiment un petit langage, si vous aimez la programmation, c'est vraiment un petit langage que je vous encourage à découvrir. Donc maintenant, je vous dis, il est obsolète, il est vieux, etc. Et puis vous ne pourrez pas faire des choses waouh avec le truc. Mais on va dire que pour, je sais pas, des petites applications, des utilitaires et compagnie, c'est extrêmement pratique. Voilà. Donc du coup, comme je programme avec ce truc, je me suis demandé, est-ce que ChatGPT est capable de m'aider dans la création d'un programme, ou du moins de routine complète, avec ce langage. Donc j'ai essayé, et étonnamment, je dois avouer avoir été assez étonné des résultats. Voilà. Donc on se retrouve pour la première partie de la vidéo. Désolé pour ce petit préambule un peu long. Voilà. Donc je vous fais des bisous à tous. Merci de vous abonner. Là j'ai vu qu'il y avait encore pas mal d'abonnés qui étaient arrivés sur la chaîne. On est pratiquement à 2000. Là. Ça m'a vraiment étonné. Donc merci à tous de vous abonner. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et surtout la santé, la putain de santé. C'est ce qui est vraiment de plus important encore. Les problèmes de thunes, on peut toujours arriver à se démerder, mais quand la santé elle se met à merder, là voilà. Donc santé pour vous en 2024 et puis j'espère que cette année va pas être placée sous le signe du chaos, mais j'ai vraiment de gros doutes. Vu déjà comment ça commence, vu les Jeux Olympiques qui se pointent, tout ça, quelque chose me dit que ça va être encore chaotique cette année. Donc voilà, protégez-vous de de cette folie, protégez-vous de tout ça autant que vous pouvez. Mettez-vous à l'abri de toute cette démence qui est autour de nous. Et puis préparez-vous. Voilà, comme je vous disais dans la vidéo sur les objets d'autodéfense, de toute façon, que vous le vouliez ou non, le chaos arrive. Voilà. Donc on a beau être positif ou pas, de toute façon, le monde tourne autour de nous. Hein. Donc quoi qu'on pense, de toute façon, les choses évoluent. Et moi, ce qui me désole un petit peu à 53 ans, c'est que malheureusement, elles évoluent toujours dans le mauvais sens. Ça n'évolue jamais en bien. C'est ça qui est d'ailleurs un peu fatigant, c'est que plus j'avance en âge, plus je me dis qu'en fait, ce pays se désagrège, quoi.
je commence vraiment à flipper pour les vieux jours. Vraiment. Donc voilà. Donc voilà, je le redis, bonne année à 2024 à vous, la santé, plein de bonnes choses. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour la première partie de la vidéo. C'est parti. Alors, là on se retrouve donc pour la première partie de la vidéo qui va nous permettre, entre guillemets, on va essayer de trouver un exemple un peu concret de truc à faire programmer par ChatGPT. Alors je me suis dit qu'en exemple, on pourrait prendre par exemple un calcul d'APR. Le calcul d'APR en crypto-monnaie, en fait, c'est ce qui vous permet de calculer le nombre de cryptos que vous allez toucher à la fin de l'année par rapport à un stacking dans le temps associé à un pourcentage. Genre par exemple, vous voyez, si vous êtes sur la page de Binance ici, vous avez un petit, dans les produits Earn, il faut aller dans la case Earn de Binance. Donc si par exemple vous avez 1000 kava que vous allez stacker pendant une année à taux fixe, avec un taux de 8%, vous pouvez, entre guillemets, vous attendre au bout d'un an à avoir 78 kava supplémentaires. Donc là, on va demander le truc à ChatGPT. Alors, fais-moi une fonction en Blitz 3D capable de calculer l'APR d'une crypto après un stacking d'un an avec un taux d'intérêt de 8%. Donc il me calcule, il me fait ma petite fonction, calculer l'APR, taux d'APR, taux d'intérêt, 1000 de la crypto. Alors je vois qu'il ne prend pas en compte le prix de la crypto, donc ça c'est, il va falloir lui demander. Là vous voyez qu'il n'y a que le taux d'intérêt et le nombre de crypto. Tu dois rajouter, alors je vais lui demander, tu dois rajouter le nombre de mois ainsi que le prix initial de la crypto. Donc là, il vous calcule, enfin, il vous refait le truc. Nombre de jours dans un mois 30, sur une moyenne de 30 jours. Nombre de mois 12. Oui, c'est ça, sur un mois, il y a 30 jours en moyenne. Ok, donc on va voir si le calcul est bon. Je pense pas encore. Vous vous rendrez compte, en travaillant avec lui, en fait, vous vous rendrez compte qu'il... en fait, il faut ajuster votre argumentaire pour arriver à vos fins. C'est-à-dire qu'en fait, il faut discuter avec lui pour lui faire modifier sa manière de penser, le code que vous lui demandez. Donc là, taux d'intérêt 8, c'est normal, 1000 kava, nombre de mois, et donc le prix initial de la crypto qu'on va aller chercher sur Internet. Donc le kava, actuellement, il vaut 0. Truc. Bon, tu me le copies, putain, tu me le copie-colle le truc là. CTRL-C, hop, CTRL-V. Bien évidemment, cet abruti m'a rajouté le dollar. Alors, est-ce que j'obtiens le même montant que Binance? Alors là, il nous donne un résultat en pourcentage. Non, c'est pas ce que je veux, patate. Donc on va lui dire, je ne veux pas obtenir le pourcentage, je veux obtenir le nombre de tokens supplémentaires. Voilà, je veux obtenir le nombre de tokens supplémentaires. Alors il me dit, je comprends mieux maintenant. Bah, il serait temps quand même. Alors, calculer tokens supplémentaires, taux d'intérêt, blablabla. Ok, donc on va voir ce qui nous répond. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors il me répond 2. Alors là déjà, on est déjà un peu mieux. Jour dans un an 365, c'est bien ça.
sur... Ouais, non, c'est pas bon le calcul encore là. Puisque là, la crypto, elle était à 0.0, je sais plus quoi. Alors, je vais lui dire de s'adapter. Je vais lui demander de s'adapter. Alors, je vais lui dire, le calcul n'est pas correct. Sur le site de Binance, si je stack 1000 tokens, dont le prix est de $, j'obtiens 78 tokens supplémentaires après 12 mois. Alors, il s'excuse toujours, comme ça c'est rigolo. Je m'excuse pour la confusion. Donc là, il m'a réajusté, vous voyez, le prix des variables pour correspondre au prix du token actuel. Donc ce qui est bien, c'est que j'aurai pas à le refaire à chaque fois. Alors, est-ce que là, du coup, le calcul fonctionne? Oh, il m'énerve à pas faire la truc, là. Après 12 mois de stacking, j'obtiens moins 41 000 tokens. Non, là, il va falloir réajuster un petit peu le truc, ChatGPT. Alors, pourquoi il me trouve un résultat comme ça? C'est complètement chelou, quoi. Euh, Calculer tokens supplémentaires, taux d'intérêt, quantité initiale, prix initial. Alors, je vais lui dire, le résultat n'est pas bon. Il me donne un nombre négatif. Je m'excuse pour la confusion. Le calcul sans précédent ne semblait pas correct. Alors c'est là où tu peux te demander en fait pourquoi tu me l'as pas fait dès le départ, mais bon. Alors est-ce que cette fois-ci c'est bon? Ah, il me dit que je vais être sur 80. Donc là on se rapproche. On se rapproche. Alors, est-ce que ça a changé chez Binance? C'est ça justement. Donc là, on était sur 79 kava. Ouais, non, mais c'est ça en fait. On est presque à la somme que me proposait Binance. C'est ça. C'est ça. À 1 ou 2% près, en fait, on est plutôt bon dans le calcul. Alors, je vais lui dire, ton programme à toi me donne 80, alors que Binance me donne 78. Donc, je vais voir ce qu'il me répond. Ton programme me donne le chiffre de 80, alors que Binance me donne le chiffre de, on va dire, 78 points quelque chose. C'est quoi? C'est 78.9. Oui, on va dire que c'est 79. Voilà, on va arrondir. 79. Qu'est-ce qu'il me répond? Je comprends et je m'excuse pour la différence de résultat. Le calcul des intérêts composés peut parfois présenter de légères variations en blablabla. Alors là, il est en train de me faire une bidouille. Alors, je sais pas trop ce qu'il me fait là. On va voir ce qu'il me donne. Mais déjà, vous voyez, on se rapproche déjà du résultat initial de Binance. C'est ça qui est bien. Alors, hop, j'exécute. Il me dit 82. Alors, où est-ce qu'il se plante? Où est-ce qu'il se plante?
Alors, donc là, je lui ai redemandé en fait de réajuster un petit peu le code. Donc là, il m'a rechangé le calcul. Donc là, en fait, vous voyez, mes jauges de stacking, il me les a, au lieu de me les modifier dans la fonction, il me permet de le définir ici. Donc il m'a bien défini mon taux d'APR à 8 sur 1000 tokens. Donc là, il me dit que cette version ajustée utilise la même logique que votre code de référence, celui que j'avais mis tout à l'heure. Donc là, si on fait le calcul, eh ben voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, il a été capable de me générer un code qui me donne la somme de 78.8 et des brouettes. En fait, là, le commentaire est... Je vais réduire la taille du commentaire, comme ça on va pouvoir voir le nombre décimal. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même assez balèze, mine de rien, parce que à force de réajuster le code, de lui dire qu'il se trompait par-ci, par-là, machin, etc., en fait, il a réussi à me faire un code capable de me générer exactement la même somme que le calculateur de Binance. Donc là, si je stocke 1000 kava en taux fixe à 8% sur 365 jours, là, il me dit, je gagne 78 tokens, point 800 et des brouettes. Donc vous voyez qu'à quelques flottants près, bah, on est correct. Donc on n'est pas sur 360 jours, mais on va dire sur 365. Donc on va voir si ça réajuste un petit peu le prix du bordel. Bon, il me dit 80. Donc à peu de choses près, on va dire qu'entre 78.9, ce qui correspond à 79 et 80, on va dire que la marge d'erreur du truc, en fait, est globalement bonne. Voilà, elle est globalement bonne. Donc vous voyez que ChatGPT, quand même, mine de rien, par rapport à un problème donné, il est quand même capable de vous calculer des trucs quand même assez complexes. Parce que pour calculer l'APR d'une crypto, vous voyez quand même la formule, c'est quantité initiale multipliée par le taux d'APR divisé par 100, puissance le jour de stacking, divisé par le nombre de jours, etc. Patati patata. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que là, il m'avait mis tout à l'heure 360 jours. Par contre, vous voyez, la division, il l'a fait sur 365. Donc c'est là où c'est un petit peu bizarre. Jour de stacking divisé par 365. C'est un peu bizarre en fait qu'ils me mettent 360. Alors je vais lui poser la question. D'ailleurs, alors c'est là où c'est génial. Parce que, en fait, des fois, j'avais vraiment l'impression en fait, de me retrouver devant un pote programmeur sur MSN à lui demander ouais, tiens, est-ce que tu peux modifier le code pour faire ci ou ça Euh, Et en fait, là, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais lui demander pourquoi jour de stacking doit être initialisé à 360 et non 365. Alors il me répond, je m'excuse pour la confusion, la différence entre 360 et 365 jours peut être due à une approximation pour simplifier le calcul dans le contexte des finances. Certains calculs financiers utilisent une année de 360 jours et non pas 365. Ah d'accord, ok. Pour simplifier les calculs d'intérêt, surtout dans le cas des calculs d'intérêt basés sur des taux quotidiens. D'accord, ok. Donc ben non, en fait, ça corrobore ce que je disais depuis le départ. En fait, il a vraiment trouvé le vrai calcul comme celui de Binance à quelques flottants près. Vous voyez, là, l'autre, Toto, là, il est à 78.9, lui, il est à 78.8. Donc, on va dire que globalement, ça fonctionne. Mais vous voyez que quand même, à partir d'une recherche, enfin, d'une demande de départ, il a fallu quand même un petit peu tâtonner sur deux, trois trucs. Mais globalement, il a fait le boulot. Il a quand même fait le boulot par rapport à un langage, entre guillemets, qu'il n'est pas censé connaître. Alors c'est là où c'est assez rigolo, c'est que vous pouvez par exemple démarrer avec un langage, et puis vous pouvez lui demander, si vous avez un pote par exemple qui programme en C# et que vous programmez en basique, tu peux lui dire, fais-moi l'équivalent en C# de cette fonction, enfin de ce code source. Oui, c'est ça, de ce code source. Bien sûr, voilà l'équivalent en code C#. Et en fait, il est capable en fait de vous faire le code. Donc, je suis sûr que si je lui demande de me faire la même chose en Java, il me le fera. C'est ça. Donc après, il envoie un message dans la console. Patati patata.
Ce programme est structuré dans une classe, machin, patati patata. Et si je lui fais, fais-moi la même chose en JavaScript. Donc je trouve ça quand même assez fou. Euh, Parce que là, j'ai vraiment pas l'impression de me retrouver devant un moteur de recherche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, quand on va dans un moteur de recherche et qu'on cherche une petite routine pour faire un truc, machin, les programmeurs en Unity connaissent parfaitement le truc. Bon, ben en fait, par rapport à la recherche que vous allez demander dans Google, le moteur de recherche de Google va fouiner un peu partout sur le web et va vous trouver quelque chose, on va dire, d'équivalent à votre demande. Là, ce qui est balèze avec ChatGPT, c'est que le bordel, en fait, il programme directement. Il va pas aller chercher un sombre source qui ressemble à peu près à votre demande sur Internet. Non, le truc va carrément programmer pour vous. Et c'est là où quand j'ai commencé un petit peu à regarder le chat GPT, je me suis dit, putain, tu laisses encore 10 ans à ces mecs-là, ou ne serait-ce que 5 ans, ben, ça veut dire qu'en fait, chat GPT, dans 5 ans, il serait même capable de te faire un programme complet. Tu lui dirais par exemple, fais-moi un programme capable de lire les news sur Internet par rapport à des flux RSS, etc. Je suis persuadé que dans quelques années, le programme sera capable de vous le faire. Donc ça laisse quand même envisager des choses quand même assez folles dans le domaine du développement. Euh, Là donc on a fait, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, donc là je vous ai fait un calcul par rapport à quelque chose qui est quand même assez complexe, mais j'espère que ça vous donne quand même l'idée pour des trucs quand même encore plus compliqués. Euh, je sais pas comment on pourrait complexifier le truc, tiens. Je fais une petite pause, je vais essayer de trouver une idée, puis je reviens tout de suite. Bon, en fait, j'ai pas trouvé d'idée, puis je vais pas faire non plus une vidéo de 3 heures sur le truc. Là, on va passer à la partie 2 de la vidéo qui va concerner Unity. Voilà. Donc en tout cas, bon, j'espère que ce petit exemple-là, avec un langage, on va dire, interprété classique, j'espère que ce petit exemple vous a un peu convaincu du système. Et puis surtout, moi, ce que je vous encourage, c'est à essayer. Voilà, essayez. Posez-lui une problématique, essayez d'ajuster le code un petit peu comme ce qu'on a fait là dans la vidéo. Et vous voyez qu'après quelques recherches et quelques ajustements de sa part, en fait, on arrive au résultat qu'on voulait. Voilà. Donc, tiens, je voudrais voir s'il est capable de me faire une formule Excel. Peux-tu transformer ce calcul en macro Excel? Donc là, il est en train de me faire un VBA. Donc il me dit comment activer ma macro. Et voilà, et il vous fait la macro en VBA. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Donc là, dans les cases A1, B1, C1, vous rentrez les différents paramètres. Donc le premier, c'est le prix de la crypto, la quantité initiale, le taux, le jour de stacking. Voilà, vous avez 4 paramètres dans A1, B1, C1, D1. Et ensuite, vous lancez votre macro et très certainement qu'il va vous répondre dans une autre case du... Voilà. Et du coup, en E1, c'est-à-dire juste après, il va vous mettre le calcul. Voilà. Donc, j'ai une amie qui bosse un peu dans tout ce qui est fonds de retraite, calcul. En fait, elle passe sa vie sous Excel avec des trucs compliqués à gérer. Je pense que je vais lui en parler de ChatGPT version VBA, parce que ça pourrait peut-être l'aider, elle, dans son travail. Donc, je vais lui en parler. D'ailleurs, Yen Yen, si tu écoutes la vidéo, je te fais un petit coucou, ma chérie. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on va passer. Je vais créer un projet bidon sous Unity et puis on va demander à ChatGPT de faire des petits scripts euh, pour animer une petite scène toute simple en Unity. Voilà. Donc on se retrouve pour la version 2, pas la partie 2 de la vidéo. Et c'est parti. Alors, là, je me retrouve avec mon ami Unity. Donc j'ai créé un petit projet bidon. Donc on va essayer avec Unity, on va essayer donc en fait de créer, on va créer une petite scène bidon et on va créer des routines.
qui vont nous aider à faire des trucs. Alors, je vais créer une scène bidon. Hop, on va mettre un petit plane à un endroit. Voilà. Hop. Oh, il me l'a mis en 0,0, donc c'est très bien. On va remonter un petit peu la caméra. Hop. Voilà. Et je vais placer un petit cube qui va me servir à faire des tests. Voilà. On va créer un petit matériel pour mapper sur le cube. Donc je vais l'appeler cube mat. Pour l'instant, on va le laisser en blanc. Donc je vais dropper ça sur le cube. Et puis je vais créer un deuxième matériel que je vais appeler floor mat avec un gris foncé que je vais mettre sur le sol. Comme ça, ça ne va pas nous péter les yeux. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos de Unity, de formation Unity. Hein. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. C'est un très bon programme, utilisé professionnellement dans énormément de choses. Donc comme ça fait partie de mon métier, si à l'occasion ça vous intéresse, bah, dites-moi dans les commentaires. Et puis, bah, oui, ça pourrait donner des idées nouvelles un peu à la chaîne. Ça pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens ça, voilà. Donc là, on va créer par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée? On pourrait lui demander par exemple un script. On pourrait lui demander par exemple de faire un script qui permet de faire balancer de gauche à droite, par exemple, un objet avec un mouvement doux. Tiens, on va commencer par quelque chose de simple comme ça. Donc on va aller voir notre ami ChatGPT. Et puis là, je vais ouvrir un nouveau chat pour pas que tout se mélange. Donc je vais lui demander déjà, connais-tu le C#? Sur Unity. Oui, je suis familier avec le langage C#. Donc blablabla, là il vous donne un petit récapitulatif en fait de tout ce qu'il est capable de faire. Il est capable d'utiliser les méthodes start, update et compagnie pour faire des trucs, de manipuler des composants, et il est capable de gérer l'API de Unity. Voilà. Donc bah, écoutez, je vais lui demander, fais-moi... je vais lui dire alors, fais-moi un script Unity qui permet à un objet de se déplacer de gauche à droite j'écris n'importe comment, mais casse-toi le guillemet là, ah tu m'emmerdes le truc, voilà, capable de se déclencher de gauche à droite, on va lui préciser avec une inertie. Donc fais-moi un script Unity qui permet à un objet de se déplacer de gauche à droite avec une inertie et qui permet de boucler le mouvement. Voilà. C'est pour ça en fait il faut bien réfléchir à ce que vous lui dites. Hein. Si vous lui dites des trucs déjà en mauvais français avec des fautes, alors il est capable quand même, moi je fais quand même quelques fautes aussi quand je tape, mais on va dire que j'essaye globalement de lui parler correctement. Parce que bah, c'est comme un, entre guillemets, c'est comme un individu. Hein. Si tu te pointes devant un mec et que tu lui fais le mec va rien comprendre. Bon bah lui c'est exactement pareil. Donc il faut le driver avec quelque chose de concis mais de précis. Voilà. Donc je vais déjà voir ce qu'il me fait là. Alors fais-moi un script Unity qui permet à un objet de se déplacer de gauche à droite avec une inertie qui permet de boucler le mouvement. Alors. Donc voici un exemple de C# qui permet à un objet de se déplacer. Donc il y a 3 paramètres, il y a 3 variables publiques, non 2. Donc il y a vitesse, inertie, donc vitesse et inertie. Et il me propose de déplacer ça avec éventuellement le joystick. C'est ça qu'il me propose. Bon attendez, je vais prendre mon... Ah merde, j'ai pas mon... Parce
Je ne voudrais pas qu'il y ait d'intervention de ma part. Donc je vais lui dire, retire le déplacement au joystick et remplace le par une valeur que je peux définir. Voilà. Donc, ils ont toujours foutu le input getAxis. Le script de la variable déplacement manuel représente la valeur que vous pouvez définir pour ajuster. Donc, je vais lui dire retire le traitement du getAxis. Voilà. Donc là, il m'a bien remplacé le truc par un vecteur 3 qui théoriquement me permettra de déplacer, vous voyez, mon objet en X. Parce que les arguments du vecteur, c'est X, Y et Z. Voilà. Et Z. Donc, on va prendre ce script. Alors d'abord, quand vous faites l'essai, ce que je vous encourage, parce que Unity est très chiant en fait dans les noms de classe, donc ce que je vous encourage, c'est qu'avant de créer le script dans Unity, récupérez le nom de la classe ici. Vous faites copier, ensuite vous allez là dans votre projet, vous faites créer un script en C# et vous collez le nom. Comme ça, directement, le nom de la classe sera correctement inscrit quand vous allez copier-coller le texte. Alors, je vais aller chercher mon code. Bon, c'est du live, hein. Il y aura certainement des tâtonnements et des erreurs. Hein. Donc, voilà. Donc, je sauve. Déjà, je regarde s'il y a des erreurs de compilation. A priori, il n'y en a pas. Donc, je vais placer ce script en composant sur mon cube. Et puis, j'exécute. Alors, ce qui est bizarre, c'est que normalement, j'avais des variables. Et il ne me les a pas mises. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourtant, j'ai bien des variables publiques. Attendez, est-ce que j'ai sauvé le code? Oui, très bien, je l'ai sauvé. Donc là, c'est bizarre, parce que dans mon inspecteur, je devrais voir mes variables publiques. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Vous voyez? En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous rajoutez des variables publiques, normalement, dans Unity, si je tape public Toto, float Toto, théoriquement, si je compile et que je retourne dans Unity, je devrais voir dans l'inspecteur, normalement... Ah ben là, il me les a mises. Bon, il y avait peut-être un petit problème au niveau de la sauvegarde, il avait peut-être pas rafraîchi le bordel. Donc je vais virer ma modif. Et là, vous voyez que dans l'inspecteur ici, il m'a bien mis mes variables. Donc je me retrouve bien avec vitesse, inertie et déplacement manuel. Donc là, est-ce que ça fonctionne? Alors, vous voyez, il a bien déplacé mon cube. Il a bien déplacé mon cube sur 1. Donc si je fais 2, ça fait quoi? Non. A priori, le mouvement ne boucle pas. Alors que je lui ai demandé de me faire un ping-pong sur le truc. Donc a priori, ça fonctionne. Mais on va lui demander de transformer ça. Alors, je vais lui dire, je veux que tu me rajoutes une option permettant de boucler le mouvement. Bien sûr. Donc il va très certainement me jeter un petit booléen dans un coin. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez, vous avez un petit booléen boucler le mouvement. Donc très certainement que ce booléen va s'initialiser entre true, false, true, false, true, false, etc. pour pouvoir justement boucler le mouvement. Alors, où est-ce qu'il change? Alors là, c'est assez bizarre parce qu'en fait, il me transforme la position Y et Z du truc. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de me faire là. Alors attendez.
suis comme vous, hein, je découvre un peu le truc. Enfin, je découvre entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai déjà joué un petit peu avec Unity et ChatGPT, mais là, pour ce script-là particulier, je sais pas. Alors, attendez, j'exécute. Boum. Alors, il ne me fait toujours pas boucler le mouvement. En revanche, vous voyez ici, il m'a rajouté donc un checkbox me permettant de oui ou non le boucler. Alors, je vais lui dire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le mouvement ne boucle pas. En mode ping-pong. Alors pourquoi je rajoute ping-pong? Parce qu'en fait, c'est souvent un mot-clé qui est compris dans les algorithmes, ou en tout cas dans l'API de Unity. Il y a beaucoup de fonctions, des fois, qui ont le paramètre ping-pong. C'est un terme, on va dire, qui est connu. Donc si vous êtes programmeur, n'hésitez pas à employer un peu ce jargon de programmeur pour affiner les choses. J'ai vu souvent que ça améliore les choses. Donc là, il va très certainement s'excuser. Voilà, je m'excuse. Si vous voulez que le composant se comporte comme un ping-pong, c'est-à-dire qu'il rebondisse plutôt que de boucler, je ne comprends pas trop ce qu'il comprend là, mais on va essayer de voir si la modif fonctionne. J'ai a priori toujours pas d'erreur. Alors, il m'a viré ma fonction bouclage, d'accord. Alors, est-ce que ça marche quand même? Non, ça ne marche toujours pas. Alors, des fois, comme disait Napoléon, quand le plan marche pas, il faut modifier le plan. Ben là, en fait, quand le code ne fait pas ce que vous voulez, en fait, il faut refaire le code. C'est ce que j'ai souvent vu. Il ne faut pas des fois s'énerver à essayer de faire fonctionner un code qui ne fonctionne pas. C'est que souvent, en fait, votre demande de départ n'a pas bien été soit exprimée, et donc de ce fait, mal comprise. Donc là, je vais lui dire, annule ce code, et refait un script qui permet à un objet de se balancer de gauche à droite et qui boucle. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il ne m'a... Ah si, il m'a quand même changé le nom de la classe. Bon, ça c'est un peu chiant. Il va falloir que je fasse 2-3 modifs dans le code, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je prenne tout. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Donc si j'exécute, qu'est-ce que ça fait? Ah, on est déjà mieux. Ah oui, que c'est quand même super quand même comme truc là. Alors, je voudrais... Donc, il y a l'amplitude et la vitesse. Donc, si je modifie la vitesse et que je la mets à 2, voilà. Là, on a un mouvement plus cool. Si je la mets à 0,5, là, on a un mouvement très lent. Donc, on voit qu'il y a un petit peu d'inertie. Vous voyez, le mouvement se ralentit vers la fin. Et quand il repart au début, il va un petit peu plus rapidement. L'amplitude, bah, ça doit être le... Ça doit être le taux. Donc, à mon avis, il doit aller à... C'est ça. Il va alterner entre moins 5 et 5 au niveau de sa position X. Vous voyez? Là, si vous regardez en haut, vous voyez, le chiffre change et on se rapproche de 5, c'est du 4.9 quelque chose, et hop, il repart. Alors, c'est ça qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'une fois, vous voyez, il a fallu quand même que je rase tout, hein, il a fallu que j'éclate tout pour qu'ils prennent, entre guillemets, correctement ma demande. Alors qu'en fait, ma demande de départ n'était pas si mauvaise que ça. Mais on va dire que là, je l'ai simplifié en utilisant des mots du style... Voilà, annule ce code et refait un script qui permet à un objet de se balancer. Alors, je vais regarder ma fonction précédente et je vais voir si j'avais précisé le terme balancer de gauche à droite. Alors, j'avais dit, fais-moi un script Unity. Alors, j'avais dit déplacer. Voilà, en fait, la seule différence entre ce code-là et la deuxième demande, c'est qu'en fait, celle-là, je pense, il avait juste pris en compte le fait de se déplacer.
Et le fait de préciser balancer, implique qu'il va y avoir un effet ping-pong, vous voyez? Donc c'est pour ça, des fois, plutôt que de s'énerver à vouloir essayer de faire rentrer un rond dans un carré à coups de marteau, vous recommencez tout, vous reformulez les choses différemment, et bien vous voyez que vous obtenez un résultat différent. Alors, une fois que ça marche, c'est là où c'est avec le temps ce que j'ai appris, c'est qu'une fois que ça marche, c'est là, à ce moment-là et à cette condition sine qua non que vous pouvez enfin rajouter d'autres fonctions. Alors, là on pourrait lui dire par exemple de vous permettre de choisir sur quel axe vous allez pouvoir déplacer l'objet, soit en X, soit en Y, soit en Z. Donc je vais essayer de voir. À mon avis, il va certainement mettre un énumérateur quelque part, une énum, mais je suis pas sûr. Donc je vais lui demander. Alors je vais lui dire, j'aimerais que tu me permettes. Comment permettre? Non, c'est avec 2T. Que tu me permettes de choisir l'axe sur lequel je veux déplacer l'objet. Donc là, très certainement, il va mettre une énum quelque part. Non, il m'a rajouté une variable publique de type axis. Ça n'existe pas, ça, un axis. Oh là, à mon avis, il m'a fait du caca, là, à mon avis. Je vais regarder, mais... Ah non, 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 je vous dis des bêtises. Non, non, il m'a bien créé un énumérateur, c'est bien ça, qui va me permettre, dans l'inspecteur de Unity, de pouvoir choisir l'axe sur lequel je veux me balancer. Donc là, il a mis par défaut sur l'axe X. Donc là, je vais regarder. Donc ici, il va me rajouter quelque chose. Un petit combo box, voilà. Donc là, si je lui dis sur Y, est-ce qu'il le prend en compte? Nickel. Donc je peux choisir sur X, Y ou Z. Ça, je peux vous dire quand même que quand vous êtes dans du développement de jeu, mais ce genre de truc, mais ça vous sauve un temps, mais infini. Combien de fois j'ai galéré avec les quaternions pour faire tourner des trucs et tout. Les classes de Unity, elles sont très puissantes et très complexes, mais quand vous êtes comme moi, un programmeur un peu du dimanche qui n'a pas vraiment de grande capacité en maths, parce que j'étais tellement nul à l'école qu'en gros les maths, c'était pas mon truc. C'est vrai qu'arrivé une fois à l'âge adulte, quand j'ai voulu commencer à programmer, c'est là où je me suis rendu compte que mes lacunes en maths étaient vraiment chiantes. Donc quand je dois avec Unity faire tourner des trucs à coups de quaternions et de vectors, je dois vous avouer que ouais, ça me fait vraiment... ça me saoule en fait. Ça me saoule, j'ai pas les connaissances techniques pour ça, donc en fait un truc comme ça va vraiment m'aider quoi. Donc là, il m'a permis de choisir mon axe. Donc j'aimerais par exemple qu'il me permette de faire tourner en plus du déplacement, j'aimerais bien qu'il me permette en plus de pouvoir choisir une valeur de rotation de mon objet. Alors, je vais lui poser la question, je vais lui dire, peux-tu rajouter une option qui me permet de faire tourner l'objet avec une inertie? Il est toujours d'accord avec vous, c'est ça qui est assez rigolo. Même quand il fait de la merde, en fait, il est d'accord avec vous, c'est ça qui est quand même tant rigolo. Alors, donc là, vous voyez qu'il est en train de me faire des modifs, donc il m'a rajouté deux variables publiques. Et effectivement... Oh, il m'emmerde avec son getAxis, là. Donc je vais lui dire, retire la gestion du getAxis. Voilà. Donc là, je me retrouve bien avec un transform rotate, avec un float qui calcule la vitesse de rotation multipliée par l'inertie, multipliée par le delta time. À l'œil, je dis bien à l'œil, ça a l'air correct. Alors, je sauve,
je compile. Alors, il m'a rajouté vitesse de rotation, inertie rotation. Bah, écoutez, on va tester. Alors oui, il me fait bien un espèce de machin qui tourne. Donc si je lui dis 180, est-ce qu'il le prend en compte? Non. Alors, je vais lui préciser, j'aimerais que l'objet tourne sur lui-même, avec une rotation complète. Alors, j'aimerais que l'objet tourne sur lui-même pendant son déplacement, tourne sur lui-même à 180 degrés. Je vais lui préciser 180. Donc j'ai toujours bien ma vitesse de rotation, ma vitesse d'inertie. Donc a priori je vais obtenir le même code, mais je pense que c'est le calcul de rotation à la fin qui va être un peu différent. Enfin j'espère en tout cas. Donc là il est en train d'inverser la direction de la rotation. Donc théoriquement il va faire 180, moins 180. Ouais c'est ça. Vous voyez, là il clampe entre 180 et, moins 180 et 180. Donc a priori, toujours pareil, ça me semble bon. Hop. J'exécute. Non, il me fait toujours un espèce de tremblement chelou. Alors. Alors, on va demander à ChatGPT de retirer les options de rotation. Alors, retire les options de rotation. On va recommencer. Donc là, voilà, il revient entre guillemets au script d'avant. Donc là, j'interromps parce que j'ai... Voilà. Donc, rajoute une... Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Parce qu'une option, c'est peut-être bizarre en fait. C'est peut-être ça qu'il ne comprend pas. Je vais lui dire, permet à l'objet de tourner sur lui-même en boucle. Voilà. Moi, je trouve ça quand même dingue que le machin soit quand même capable de te générer du code. Je trouve ça quand même assez fou, quoi. En tout cas, bon, ceux qui programment ou qui font du Unity ou du développement, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je passe un petit bonjour à mes deux Nico. Hein. Je vous fais un petit coucou. Faudrait que tu essayes, Nico, en Delphi, voir si éventuellement il n'y aurait peut-être pas moyen de faire des trucs, quoi, pour ton métier, parce que lui, il est programmeur Delphi. Alors, ah, ben là, vous voyez, on obtient déjà quelque chose de mieux. Donc, vous voyez, ça corrobore vraiment ce que je vous disais. Quand le machin commence à merder, ça sert à rien d'essayer de faire avancer une bagnole en panne. Vous enlevez le moteur, vous le changez. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là, effectivement, j'obtiens ce que je veux. Donc si je définis vitesse de rotation, je sais pas, 90, vous voyez, là, mon objet tourne plus rapidement. Bon, ben c'est bien. Donc si je mets une amplitude de 0, vous voyez, l'objet, par contre, là, ne fait que tourner sur lui-même. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment vous programmer vos petits plugins Unity pour faire des trucs, quoi. Si là, par exemple, imaginons que vous avez programmé un petit Mario Kart ou je sais pas quoi, et puis que vous voulez, vous savez, vous avez les petits items qui tournent sur eux-mêmes en se balançant très légèrement comme ça, bah ça y est, en 2 secondes, on vient de le faire, là. Donc si je lui demande une amplitude de 0 avec une vitesse de translation, donc je vais lui faire une amplitude de 1, par contre, je vais changer le mouvement en Y. Ouais, 1, c'est un peu beaucoup, donc je vais mettre du 0.3.
le problème, c'est qu'il initialise la position de départ de l'objet, non pas à sa position actuelle, mais il la fout en 0. Vous voyez, mon objet, il démarre en 2, mais par contre, quand le code s'exécute, il place l'objet au niveau du 0. Voilà. Donc ça, c'est une erreur. Donc je vais dire à ChatGPT de prendre en compte la position de départ de l'objet pour le mouvement. Alors, je vais dire, il faudrait que tu stockes la position de départ de l'objet et que tu l'utilises pour créer le mouvement de déplacement. Donc a priori, je pense qu'il va me faire un get component où il va me récupérer la transform dans le start. Je pense. En tout cas, c'est la logique qui voudrait que ce soit ça. Donc théoriquement, vecteur 3, position de départ. Donc dans le start, c'est ça, voilà. Vous voyez, dans le start, du coup, il prend la position locale. Et ensuite, il va appliquer le vecteur 3 par rapport à la position de départ, plus le déplacement. Enfin, je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc je sauve. Et donc là, en théorie, il devrait prendre la position Y de départ. C'est ça, voilà. Il a fait correctement le bordel. C'est-à-dire qu'il m'a pris la position de départ de mon objet. Donc ça veut dire que si ici je prends mon cube par exemple, que je le duplique, mais par contre que je le mette à une autre position, vous allez voir qu'en fait il va pas faire n'importe quoi. Vous voyez, il prend la position de départ de l'objet pour faire le mouvement. Donc du coup, quand vous êtes en train de faire un petit Mario Kart ou un machin ou un truc comme ça, pour bouger les items qui vont être sur le circuit ou dans un petit jeu de plateforme ou quoi au caisse, vous voyez que déjà, voilà, en pas très longtemps, il vous a fait un script tout à fait correct. Si j'avais dû faire ça sans l'aide de ChatGPT, alors me connaissant avec mes connaissances, mes maîtrises en maths, ouais, j'aurais un peu plus galéré quand même. Il aurait fallu que j'aille sur Unity, que d'abord, enfin sur les forums de Unity, que je regarde si par exemple il n'y avait pas une routine permettant de faire tourner un objet. Donc j'aurais récupéré la ligne de commande. Ensuite, sur un autre script, j'aurais peut-être pu récupérer éventuellement le déplacement. Ensuite, j'aurais associé un peu ça comme vas-y que je te pousse. Bon an, mal an, je pense que je serais arrivé à faire mon script. Mais là, j'ai quand même beaucoup moins galéré pour faire ce que je voulais. Vous voyez ? Donc, là, on va pousser encore un petit peu plus le truc. Là, on va lui demander, en plus du script, alors, soit on peut prendre le script actuel et le modifier, soit on peut lui demander un autre script qui va, par exemple, pouvoir faire cycler la couleur d'un objet entre A et B, B et A et B, etc. Donc j'ai soit le choix de le faire dans le code actuel, soit je peux lui faire demander la même chose dans un autre code. Au pire, ça sera une nouvelle classe, j'aurai plus qu'à mettre 2 composants sur l'objet, ça fera le boulot. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Plutôt que de lui compliquer la tâche là, je vais garder le script là tel qu'il est, il fait le boulot, mais je vais lui demander de me faire un autre script pour le changement de la couleur de l'objet. Parce que vous allez voir, il y a des pièges. Alors, fais-moi un autre script qui permet de cycler la couleur d'un objet entre une couleur A et une couleur B en mode ping-pong. Voilà, donc là il me fait une nouvelle classe. Donc je vais récupérer le nom de la classe pour pouvoir créer mon script Unity. Donc on récupère le nom de la classe ici. Parce que ce qu'il faut savoir pour les débutants en Unity, c'est que le nom de la classe doit correspondre parfaitement au nom du fichier. Et c'est case sensitive, hein, ça veut dire qu'en fait ça prend aussi les majuscules. C'est-à-dire que si ici c'est cyclage couleur avec 2 C majuscules, si vous, votre script, vous les écrivez cyclage couleur mais sans les C majuscules,
vous allez avoir une erreur de compilation. C'est ce qui arrive dans 95% des cas quand on débute. Donc là, cyclage couleur, je crée mon script. Pouf, je l'édite avec Visual C. Et là, je récupère mon petit code Unity. Donc globalement, là, d'après ce que je vois, a priori, il fait le boulot que je lui demande. C'est-à-dire qu'il va récupérer le renderer, le composant du renderer. Et ensuite, il va appliquer... Alors, c'est là où c'est balèze. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus de vous faire le code, il a quand même en plus la délicatesse de vous mettre les commentaires du code en français. Ça, j'ai quand même trouvé ça super cool. Ah tiens, un truc que j'ai jamais essayé, tiens, ça va être exclusivité de voir ça avec vous. Alors, si je lui demande, mets-moi plus de commentaires pour comprendre ce code, qu'est-ce qu'il va me faire? Et il le fait, le petit salaud. Vous voyez, par rapport à mon code originel, là, il m'a mis tous les... il m'a rajouté il m'a rajouté plein de commentaires. Putain, c'est quand même dingue. Il a même, vous voyez, là, par exemple, pour le calcul du math ping-pong, là, avant, on avait juste ce commentaire-là, calculer l'interpolation linéaire. Et là, il y a plus de commentaires. Donc, en fait, je pense que quand vous démarrez en programmation C#, je dis que c'est quand même pas mal pour comprendre les choses, quoi. Hop, voilà. Donc, je sauve mon code, pouf. Et je vais placer ce petit composant sur mon cube. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il m'a rajouté donc des valeurs permettant de choisir une couleur A, une couleur B, vitesse de cyclage. On va voir ce que ça fait. Ah oui que c'est quand même dingue. Ah oui que c'est quand même dingue, quoi, cette histoire. Donc si je lui demande de mettre ça en vert, il va me faire une interpolation de couleurs entre le vert et le bleu, quoi. Et si là je mets 3, bah là ça me permet de cycler plus vite, quoi. Et si je mets 0.3, bah là on va avoir un mouvement tout cool. Alors, là on va lui demander de rajouter à ce code des paramètres permettant de faire cycler l'alpha en boucle. Donc je vais lui dire, peux-tu rajouter le fait de pouvoir faire cycler en mode ping-pong l'alpha de l'objet. Vous allez voir, en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je sais qu'il y a un piège. C'est-à-dire qu'en fait, le shader de Unity sur l'objet, vous voyez, en fait, le shader du matériau, en fait, il est sur opaque. Donc là, ce que je suis en train de faire, je sais que ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, il va falloir mettre le shader en mode transparent. C'est-à-dire de rendre le shader capable d'interpréter l'alpha de la couleur que vous allez demander. Donc là, je sais que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que le code, je pense, va être correct, sauf qu'on ne va pas voir le résultat visuellement. Donc, je prends mon petit code, Visual C. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Le champ cyclage de couleurs avec alpha. Ah oui, il m'a changé le nom de la classe, c'est ça? Oh, t'es relou, me change pas le nom de la classe, patate, va. Tu me gardes cyclage couleur, je t'ai rien demandé. Donc si je lui fais, ne change pas le nom de la classe. Bien sûr, je n'ai pas changé le nom. Enfin, oui, tu me continues de me le changer. Alors, un truc que j'ai jamais essayé, je vais lui demander de nommer la classe d'un nom particulier. Nomme la classe cyclage couleur. Donc déjà, toi, tu t'interromps. Hop, voilà. Donc
Donc là, est-ce qu'il va me faire les modifs? Voilà, là, il m'a remis le nom de la classe comme il était à l'époque. Amplitude alpha. Qu'est-ce que c'est que ce paramètre? Je crois qu'il va me faire de la... Je sais pas. On va regarder. Je vais pas le critiquer avant de savoir. Donc je sauve, pouf. Voilà. Et donc là, en fait, je pense que ça va fonctionner, sauf qu'on ne va pas voir le résultat. C'est ça. On ne va pas voir le résultat parce que je vous disais, l'affichage du shader, il est en mode opaque. Donc là, si je mets mon shader en mode transparent, voilà, cette fois-ci, vous voyez, ça fonctionne. Donc amplitude de l'alpha, si je mets 3, là, voilà, on a un alpha il se fade beaucoup moins vite. Si je mets 30, vous voyez, l'alpha se fade beaucoup moins vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Puis après, je vais essayer de... Je suis à combien d'enregistrement de la vidéo, là? Ah, il me le dit pas. Si. Je suis déjà à 36 minutes. Bon, j'essaye encore de faire un petit truc, et puis après, je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo trop rébarbative. Si vous voulez en savoir plus sur ChatGPT, bah, demandez-moi dans les commentaires. Je pourrais, par rapport à un problème que vous me soumettez, essayer de voir si ça peut fonctionner. Mais voilà, je voulais faire un truc pas trop gerbant à retenir, mais qui était là, en fait, pour vous montrer un peu les capacités du truc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ben, on pourrait lui dire, par exemple, est-ce que tu pourrais me rajouter une troisième couleur? Voilà, parce que j'aimerais bien qu'il cycle sur 3 couleurs et non pas 2. Donc je vais lui demander. Donc je vais lui dire, peux-tu ajouter une troisième couleur pour le traitement? Bien sûr, je vais rajouter une troisième couleur. Donc là, effectivement, il met bien un couleur C. Donc par contre, au niveau du calcul du bordel, je ne sais pas du tout comment il va se débrouiller. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, à chaque lancement et à chaque compilation, en fait, vous avez une surprise différente. Alors... Sauf que là, en fait, il n'a pas pris en compte quelque chose de très important. Il n'a pas pris en compte les couleurs, enfin l'alpha des couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il applique un alpha global. Il ne prend pas en compte celui que je pourrais définir ici. Donc ça, c'est ce que je vais lui demander après. Donc là, je vais d'abord vérifier est-ce qu'il me fait bien mon interpolation de couleurs sur les 3 couleurs. Donc rouge, bleu, vert. Ouais, il me le fait bien. Il me le fait bien. Putain, le petit salaud, quoi. Alors, là, je vais lui demander... Je voudrais que tu prennes en compte les alphas des couleurs. Je vais lui préciser des couleurs ABC. Donc tout ce que je suis en train de faire là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche à peu près aussi de la même manière pour créer des shaders. Sauf que je le trouve un peu moins performant pour les shaders que pour de la génération de code en C. Mais si vous voulez, après on va faire un petit test rapide avec une couleur, avec un shader, et on va voir comment il se débrouille. Mais d'après ce que j'ai testé, j'avais testé le truc, j'ai poncé le bordel pendant à peu près une semaine, H24 quasiment, et j'ai vu qu'en termes de création de shader, c'était un petit peu moins performant et un peu plus approximatif que pour la génération de code en C#. Alors, je vais voir s'il prend en compte du coup maintenant mes couleurs, l'alpha de mes couleurs. Donc là, a priori, il ne devrait pas faire d'alpha. C'est bien ça. Là, il n'a pas pris l'alpha. Donc par contre, sur la couleur numéro 2, je vais modifier l'alpha. Je vais le mettre à 0. Et théoriquement, il devrait me faire une interpolation. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Et si je mets les 3 alphas, il s'en fout. Donc il y a un truc qui ne va pas. Alors, je vais lui dire, il y a une erreur.
l'alpha des couleurs n'est pas pris en compte. Donc c'est bien, il s'excuse déjà. Non, je dis, c'est assez rigolo. Des fois, vous avez vraiment l'impression de parler à un pote programmeur sur Messenger et à qui vous demandez Hey, poteau, t'as pas un bout de code pour faire truc ou machin. En fait, il est plus efficace que mes potes programmeurs. C'est là où c'est là où c'est assez rigolo. Parce qu'à chaque fois que je demande de l'aide sur du code, personne me répond, ou on me dit qu'on n'a pas le temps, ou ceci ou cela. Là, par contre, lui, il se montre assez disponible. Alors, il fait pas totalement ce que je veux, comme vous pouvez le voir, mais globalement, il essaye quand même de faire de son mieux. Alors, est-ce qu'il va prendre la couleur de mes alphas maintenant? Enfin, est-ce qu'il va prendre mes alphas en compte? Toujours pas. Attends, c'est pas parce que mon shader serait parvenu. Ah bah oui, quel con. Ah, je suis nul. Eh oui, le shader, il est revenu en mode opaque. Pardon. Donc là, ça devrait peut-être fonctionner. Alors là, non, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il me fait là. Donc si là, je remets l'alpha à 100. Ouais, non, il prend toujours pas l'alpha des couleurs en compte. T'es têtu là. Donc si je lui mets les couleurs, les alphas des couleurs que je peux choisir ne fonctionne pas. Je m'excuse pour la confusion. Pour prendre en compte les composantes alpha des couleurs choisies, le problème peut être dû à la manière dont les couleurs blablabla. Bon. Bah, écoute, j'espère que tu vas cette fois-ci faire ce que je veux. Si, couleur cyclage. J'ai pas l'impression qu'il me prend mes couleurs en compte. J'ai pas l'impression. C'est parce que je dois mal demander le truc. Ouais. Ah, non. Ah, donc, je vais lui redemander encore de faire une modification. Donc cette fois-ci, par contre, je vais lui indiquer le nom des variables. Alors, ça ne fonctionne pas. Tu dois utiliser les alphas de couleur A et couleur B et couleur C. Je m'excuse pour la confusion, je comprends maintenant votre demande. Bon, on va voir s'il m'obéit. Obéis-moi. Alors, on a du alpha ping-pong. J'ai pas l'impression qu'il prend encore en compte les alphas de mes couleurs. Ça, c'est... Oh, putain, comment je pourrais lui demander? Je crois pas que ça va marcher. Ah, il est têtu, là. Eh, me laisse pas, me fais pas passer pour un idiot, ChatGPT, là. Ah là là. Ah, on dirait... On dirait que ça marche. Donc si je change que pour le vert. Non. À mon avis, il n'a pas compris les couleurs A, B et C. Il n'a pas compris le truc. Donc là, quel alpha il prend en compte? Il prend celui de laquelle couleur? Alors, couleur A, il le prend.
Est-ce qu'il prend couleur B? Il a l'air de prendre couleur B. Ouais, c'est un peu compliqué ce que je lui demande parce qu'en fait, je lui demande de faire une interpolation entre 3 types d'alpha. Donc je pense pas que c'est pas qu'il sait pas le faire, je pense que c'est moi qui pose mal la question. Mais bon, là, je vais pas. Je vais finir avec un exemple de shader. Mais j'espère qu'en tout cas, pour les gens qui font du développement, j'espère que vous avez compris le principe. Euh, je pense que ça peut être un time saver sur certains trucs. Voilà, je pense que si vous voulez vraiment des choses très compliquées, bon, il va falloir tâtonner. Mais je pense que pour des petites routines comme ça peut faire le boulot. Donc là, voilà, je vais lui demander par contre de faire un shader. Alors, pour faire le shader, je vais supprimer mes cubes. Ensuite, le cube.mat, j'en aurai plus besoin. En fait, je vais créer un shader. Donc 3D objet cube. Donc le cube, on le place en 0, 0. Pouf. Et je vais lui demander. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme type de shader à faire? Alors j'ai fait des tests avec du style fais-moi un champ de force ou fais-moi du feu ou machin. Il vous fait n'importe quoi. Par contre, il y a d'autres types de shaders plus simples à demander qui fonctionnent. Par exemple, on pourrait lui demander. Je ne sais plus si Unity c'est des shaders HLSS. HLSL ou HLSS, je ne sais plus comment ça s'écrit. Ouais, c'est ça, c'est le HLSL. Voilà. HLSL. Donc je lui ai demandé, fais-moi un shader Unity truc qui permet de faire une grille. Allez. Donc je vois que j'obtiens bien un grid color et un grid size. Alors le truc, c'est autant j'arrive à programmer des trucs, autant la programmation de shader, je ne comprends rien. J'ai beau des fois lire le contenu d'un shader, j'arrive pas à faire en fait la corrélation entre ce que j'obtiens et la lecture du code. C'est vraiment du Klingon pour moi la programmation de shader. C'est dommage que j'adorerais en faire, mais voilà. Alors, on va créer un shader. Donc là, il s'appelle Grid Shader. Donc je vais créer dans ma scène un shader. Il est où shader? Shader, shader. Donc on va créer un standard shader. On va l'appeler Grid Shader. Comme ça, il aura le même nom. C'est un peu le même principe que pour les classes. Récupérer le même nom. Pouf. Je colle le code dedans. Je sauve. Ensuite, il me dit quoi? Merde. C'est quoi l'erreur? Je peux pas la récupérer. Si, copie erreur texte. Alors c'est là où c'est balèze, j'ai vu ça. C'est que quand il fait des erreurs et que ça vous génère une erreur de code dans Unity, en fait vous avez juste à copier le texte de l'erreur, vous le balancez dans ChatGPT et le bordel il fait l'adaptation. Je trouve que c'est fou. Donc là il m'a créé un shader, donc je vais lui faire il y a une erreur. 2 points, je colle le message d'erreur. Et là il va me dire je m'excuse pour l'inconvénient, il semble y avoir une confusion. Essayons une version simplifiée du shader Unity en HLSS pour faire le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez plusieurs erreurs, généralement, sélectionnez la première, collez-lui dedans, et généralement, toutes les autres vont se résoudre. C'est un peu comme en C#. Généralement, il faut toujours revenir à la première erreur, et généralement, par effet domino, toutes les autres vont être corrigées. Alors, est-ce que là, ça fonctionne ? Il y a encore une erreur. Donc, je vais prendre l'erreur, je vais la copier. Donc, je vais juste prendre le parse error et je vais le coller dans ChatGPT. Et il va se démerder avec ça. Allez, démerde-toi. Alors, il s'excuse, il me dit qu'il y a une erreur et il te fait la version corrigée du shader.
C'est vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment rigolo. Je vous dis, il est plus efficace que mes potes programmeurs à qui je demande de l'aide des fois. Hein, Nico? Hein? Pas celui de la moto, l'autre là. Celui qui fait du Unity. Alors, là je copie-colle. Est-ce que ça m'a corrigé l'erreur? J'ai pas l'impression. On va regarder. Donc, est-ce que déjà le shader fonctionne? Quel con, je l'ai pas mis sur l'objet. Alors, faut que je crée un matériau par rapport à ce shader. Voilà, grid shader. Ouf, déjà le shader il est rose, donc ça déjà c'est pas bon signe. Alors, je vais lui dire, comme je n'y connais rien en shader, je vais me contenter juste de lui dire que ça marche pas. Si je lui mets ça marche pas, le shader est rose. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je m'excuse pour les inconvénients, il semble y avoir une blablabla, une confusion. Mais les commandes du truc, mais tu comprends rien, quoi. C'est parce que oui, dans un programme normal, quand par exemple, je sais pas, j'ai un petit programme en Blitz qui est censé, je sais pas, afficher des lignes au hasard, par exemple, sur l'écran. À un moment donné, dans le code, il y a des instructions permettant de créer des lines, des lignes. Généralement, c'est line avec x1, x2, y1, y2. Dans les shaders, le truc, tu lui demandes de tracer des lignes. Mais où sont les instructions qui tracent les lignes dans tout ce bordel, quoi? C'est incompréhensible. La programmation de shader, c'est vraiment incompréhensible pour moi. C'est incompréhensible. Ah non, ça marche toujours pas. Hein. Alors, on va lui recoller le texte de l'erreur. C'est pour ça que je vous disais, la génération de shader, c'est beaucoup plus approximatif. Hein. Ben oui, il y a une confusion persistante. Ça fait 3 heures que tu me fais de la merde, là. Dépêche-toi, fais pas mon shader, nom de Dieu. Ah. Non. Alors, pareil, comme disait Napoléon, quand le plan marche pas, faut changer le plan. Alors, je vais lui dire annule ce shader. Voilà. Donc, fais-moi un shader qui trace une grille sur un objet en HLSL Unity. Alors, je vais lui dire... non, je vais rien lui dire. Je pense qu'il va me remettre le premier. Ça m'étonnerait pas. Ouais. J'en suis quasi certain. Alors. Je colle ce shader, CTRL S. Il va toujours pas. Hein. En fait, à chaque fois, il y a un numéro de ligne différent qui merde, quoi. Donc je vais lui dire erreur ligne 53. Une erreur d'indentation. Autant en C#, je pourrais éventuellement savoir ce qu'il me raconte. Autant là, avec les shaders, je comprends rien en fait. Et j'ai jamais trouvé un bouquin capable de t'expliquer la programmation de shader simplement, quoi. Ah non, il veut toujours pas. Hein.
On va en faire un autre. Donc, on va lui dire, fais-moi un shader capable de faire scroller la texture sur les axes X et Y. Ça, pour un shader comme ça, à mon avis, là, ça devrait fonctionner. C'est vrai que traçage de grille, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour lui à comprendre, mais bon. Alors, déjà, on va voir si déjà ça marche. Quand on en aura un bon qui marchera, c'est un peu comme le code tout à l'heure. Ah, là, j'ai l'air d'obtenir quelque chose. Ouais, non, il y a un... Ah, il te dit quoi? Custom scrolling texture is not supported sur ce GPU. Ne me dis pas quand même qu'une 3060, c'est pas capable de faire scrolling texture quand même. Bon, je lui mets le message, vas-y démerde-toi, hop. Cela peut se produire pour plusieurs raisons, notamment les fonctionnalités non prises en charge ou des erreurs dans le code du shader. Essayons une version différente du shader qui utilise des instructions plus compatibles. D'accord. Donc on va essayer celui-là. Non, il veut pas. Hein. Non, c'est ce que je vous disais. Les shaders, c'est vraiment très spécifique. Et là, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Donc je vais lui copier le deuxième message d'erreur, ici. Et on va voir ce qu'il fait. C'est pas vraiment des messages d'erreur, c'est ce qu'on appelle des warnings. C'est là où j'ai été un peu déçu. Quand j'avais fait les premiers tests en C, j'avais fait ah ouais quand même machin. Puis dès que j'ai commencé à taper dans le shader, ouais, j'ai commencé à me retrouver avec des difficultés. Il comprenait pas les trucs, il y a des messages d'erreur dans tous les coins. Ouais. Alors attendez, Napoléon, on change le plan. Je vais lui demander autre chose. Je vais lui dire, ouais, j'ai peut-être mal exprimé mon truc. Je vais lui dire, fais-moi, je vais commencer simple. Fais-moi un standard shader Unity 2020. Fais-moi un standard shader Unity 2020. Je vais déjà commencer avec ça. Et voir déjà si ça fonctionne. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Shader error à la ligne 22. Bon, on va lui dire de on va lui dire de s'upgrader avec ce nouveau message d'erreur. Ah, on a déjà quelque chose. Donc si je sélectionne une texture, est-ce qu'il la prend en compte? Oh, dis pas que j'ai pas une texture. Hein. Allez, mets-moi une texture, même un truc bidon. Voilà. Donc, grid shader. Si je le fous sur mon cube. Ah, voilà. Donc là, on a quelque chose. On a quelque chose qui fonctionne. Ok. Donc je peux choisir la couleur d'émission. Donc ça fonctionne. Plutôt bon point pour lui. Je peux définir le shyness ou pas.
Si je mets ça sur une sphère, ça fait quoi? A priori, il gère pas le shyness. Non, ça change rien. Donc je vais lui demander de me rajouter la gestion du métallique et du smoothness. Je crois que ça s'appelle comme ça dans Unity de mémoire. Donc je vais lui dire enlève le paramètre de shininess, pardon, et ajoute la possibilité de paramétrer. Alors c'est là où il ne faut pas se planter, c'est le smoothness et le métallique. Le smoothness. Attends, comment ça s'écrit ce terme à la con là? Smoothness et le métallique. Donc smooth. Smoothness, c'est ça. De paramétrer le smoothness et le métallique. Voilà, donc là, il est en train de me faire les modifs. Là, ça a l'air de fonctionner. Donc ici, je vois que je peux modifier le smoothness, donc ça c'est bon, et le métallique. Voilà, donc là on est OK. Donc maintenant, je vais lui demander, en fait je vais lui demander ce que je lui avais demandé au départ. Alors est-ce que le tiling de texture fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Donc pour la création d'un standard shader, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais refaire ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Je vais lui dire, permets-moi de scroller. Alors cette fois-ci, je ne vais pas lui préciser texture, je vais lui préciser le main color. Voilà. Non, le main text, pardon. Voilà. Je vais lui dire, permets-moi de pouvoir scroller le main text dans les deux directions. Donc vous voyez, ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand ça marche pas, il y a un moment, il ne faut pas s'énerver. Vous recommencez. Vous recommencez tout. Donc là, en fait, ce que je voulais, c'était avoir la possibilité, donc du coup, de pouvoir faire scroller ma texture. Vous avez vu tout à l'heure que ça ne fonctionnait pas. Le shader, il y avait des messages d'erreur, il était rose, etc. Donc là, en partant d'un standard shader qui fonctionne, je pense que là, il va être plus à même de pouvoir faire scroller les trucs. Parce que la base primaire du shader, en fait, est bonne. Alors, je sauve. Et donc là, si je modifie le scroll speed, a priori je ne le vois pas, donc peut-être en mode runtime. Non. Si je mets la texture ne scroll pas. Oui, t'as raison de t'excuser, hein, nom de Dieu. Alors, est-ce que tu m'as fait encore de la merde? Pourquoi la texture ne se déplace pas? Donc si je lui dis... Alors, dans cette version, j'ai corrigé la déclaration scroll speed pour qu'elle soit de type fixe, plutôt de type 4, plutôt que de type 4. Pour contre, la texture ne scroll toujours pas. Les valeurs speed x, c'est bien ça les valeurs? Voilà.
N'hésitez pas à prendre les vrais noms de variables pour lui expliquer. Les valeurs screen X et screen Y n'ont pas d'effet. Yes, je crois que ça marche. Alors, si je fais run, eh ben ça fonctionne. Voilà. Alors, par contre, il y a un petit bug. C'est que la valeur X, il n'y a que la valeur Y qui est prise en compte. Alors, pourquoi? Fixed scroll speed X, ouais, c'est ça. Donc, c'est time X multiplié par scroll Y. Bah, non, normalement, ça devrait fonctionner. C'est un peu bizarre. Alors, pourquoi le scroll X ne fonctionne pas? Parce que si je le mets à 0, en fait, c'est pas qu'il fonctionne pas, mais vous voyez que là, en fait, il ne fonctionne que quand manuellement je tourne le slider, alors que le Y, lui, par contre, vous voyez, il s'exécute correctement. Alors, je vais lui dire. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est assez rigolo, c'est qu'il faut le féliciter quand il y a des trucs qui marchent. Et du coup, des fois, il est capable de réajuster le premier par rapport au deuxième qui marche. Alors, je vais lui dire, c'est presque ça. La valeur est correctement prise en compte, mais pas la valeur en X. Et je reconnais l'erreur dans le code. C'est vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment rigolo. Time.y, time.x. Ouh, qu'est-ce qu'il me fait, là? Ça a l'air chelou, son histoire, là. Il me faut le y pour le x et le y en même temps. Ah non, 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 je suis mauvaise langue. Ça marche. Là, vous voyez qu'il y a le X et le Y de la texture qui se déplacent. C'est-à-dire que si là, je mets à 0, ça se déplace bien en X. Et si là, je mets 0, pareil. Par contre, si je mets moins 1, vous voyez, il se déplace bien dans l'autre sens. Donc voilà, je vais finir la vidéo là-dessus pour pas faire quelque chose de trop rébarbatif. En tout cas, ça vous donne les bases après pour vous aller fouiner et faire la fouine dans le truc pour voir comment vous pouvez l'utiliser à votre compte. Et, et puis voilà. Donc j'espère que cette... Attendez, je vais finir avec un dernier petit truc. Parce que là, je vois que j'ai pas la possibilité de pouvoir changer la couleur. Alors je vais lui dire, permets-moi de pouvoir changer la couleur du main... C'est main text, c'est ça? Attends, je sais plus. Ouais, c'est ça. Permets-moi de changer la couleur du main text. Donc là, il va me rajouter un paramètre, vous voyez, tint color, couleur de la teinte. Allez, mène-toi la rondelle un peu là, voilà, hop. Donc là, du coup, est-ce que c'est pris en compte? Si je mets ça en rouge, vous voyez, ça fonctionne. Donc vous voyez, en fait, ce que je vous conseille, c'est que si vous faites des shaders, commencez déjà par lui demander un truc simple et vérifiez que ça marche. Alors voilà, je lui ai demandé de faire un standard shader. Voilà, et petit à petit, vous rajoutez de plus en plus d'options. Parce qu'en fait, là, le truc, ouais, je lui ai demandé un truc trop complexe au départ avec cette histoire de grille. Et en fait, les bases du shader permettant déjà d'afficher un résultat normal, en fait, déjà ne fonctionnaient pas. Donc, il faudrait refaire
le truc de la grille à partir d'un standard shader qui fonctionne correctement. Voilà. Donc, est-ce que l'alpha est pris en compte? Non, l'alpha n'est pas pris en compte. Donc, je vais lui dire. Et puis après, je finirai là-dessus. Alors, permets-moi de... Non, je vais lui dire plutôt, utilise l'alpha de la couleur pour rendre l'objet transparent. Je sais pas s'il m'a demandé très clair, mais on va voir ce qu'il fait. Et il faudra bien évidemment... Ah oui, là, j'ai pas les paramètres pour pouvoir changer le type de shader. Donc, je vais lui demander après de changer le type d'affichage du shader pour le rendre en mode transparent. Parce que là, à mon avis, ça n'a pas marché. Il doit être en mode opaque. Vous savez, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, si je change la couleur du bazar... Ah non, je suis mauvaise langue. Il me permet bien de gérer la transparence. Sauf que c'est bizarre, elle ne va pas totalement à zéro. Vous voyez, je continue de voir la texture de l'objet. C'est assez rigolo. Bon. En tout cas, voilà, ça vous montre un peu les bases pour travailler avec Unity ou avec n'importe quel en fait de langage de programmation avec ChatGPT. J'espère que mes exemples ont été concluants et que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu le truc. Désolé si cette vidéo a été un peu longue, hein, voilà. De toute façon, vous savez, ce qui est bien dans YouTube, c'est que si un YouTuber vous emmerde, en fait, vous pouvez très bien annuler la vidéo et vous barrer. Hein. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes intéressé. Et si vous êtes en train de vous dire là que c'était très long, que ça vous a fait chier, ben écoutez, si vous êtes masochiste, j'y peux rien. Moi, quand un YouTuber m'emmerde, je mets pas un commentaire pour lui dire que sa vidéo est longue. En fait, je zappe la vidéo, point. Voilà. Donc je dis ça parce qu'il y a des fois des commentaires que je vois dans mes vidéos, ça me fait rigoler, quoi. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous a intéressé. Je le répète, comme on a intitulé de vidéo, si vous voulez éventuellement peut-être des petites vidéos sur Unity, etc., ça me permettra de développer la chaîne sur un autre secteur, donc pourquoi pas. Moi, c'est mon métier, j'en bouffe tous les jours du Unity, donc ça ne me dérangerait pas de faire des vidéos sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Je vous fais des bisous. À nouveau, bonne année 2024. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!